Avant même notre exercice stratégique business, on a un exercice stratégique personnel. Okay. Dans le sens, c'est quoi nos objectifs personnels? C'est quoi qu'on veut réaliser dans nos vies? Est-ce que l'autre va contribuer à ça ou non? C'est annuel, ça? Ou... Annuel, okay. oui. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Thomas-Louis Lafleur, cofondateur du cabinet comptable Le Chiffre, du Centre Pickle et de Cifero. On parle de gestion de cash flow pour startups, de la crise permanente dans laquelle une startup vit au départ, du passage de service à produit, mais en profondeur, des options de financement, donc dette versus investisseur versus crédit versus sub, de l'art de la délégation et puis de l'impact de l'intelligence artificielle sur les services professionnels. J'essaye aussi de rentrer plus creux dans son expérience perso de founder et sur les relations entre co-founders en général. All right, on passe au show. Let's go! Thomas-Louis Lafleur, bienvenue sur Ça se passe. Merci de me revoir. Yes, man. Bon callback parce que l'épisode 43, c'était ton premier. OK, ouais. Est-ce qu'on a upgradé de studio, tu trouves, depuis? Ben, ça change du donjon où est-ce qu'on a fait le premier. Il faisait chaud, c'était vraiment exigu. Là. T'es pas un petit bonhomme, là, fait que c'était... pas que c'était intimidant, mais là, je me sens plus à l'aise aujourd'hui. Sweet, man. Ben oui, c'est ça. Fait que si le monde veut en savoir plus sur toi, ton parcours en détail, épisode 43, ils peuvent regarder ça. Mais je veux aujourd'hui, il y a eu des updates un petit peu. Là. T'es co-founder du Chiffre, ouais. Un cabinet comptable dont j'ai souvent parlé. Ouais. Fait qu'on va merci. faire ouais, ben, merci à toi aussi. Mais t'es pas juste, c'est pas juste ce chapeau-là que tu portes, man. T'as le Chiffre, ouais. T'as Cifero. % maintenant. OK. Cifero, qu'on a jasé brièvement il y a 2 ans quasiment déjà, ça s'appelle %. Ouais. Vous autres, vous avez une expression à l'interne. 100%. Ça part de là. On trouvait que c'était un bon nom. Le .com était disponible, ce qui est vraiment surprenant. %.com? Avec un S. Avec un S. De multiples %. Ouais, ça a évolué. J'ai une super bonne opératrice dans ce business-là. Ça va très bien. Insane. Ouais. OK, ben ça, on va pouvoir creuser un petit peu là-dessus. Puis sinon, tu reps aussi le Centre Pickle? Ouais. Hey, c'est quoi le Centre Pickle? C'est un projet que j'ai fait avec ma copine, pour ma copine, qui est un centre de pickleball, le plus gros à Montréal. Fait que j'ai fait ça, on a initié le projet il y a à peu près 1 an de ça. Fait que là, c'est ouvert à Montréal. Ouais. Ça roule. Ça roule. Toi, tu joues au pickleball? Je suis blessé en ce moment. J'ai un pickleball elbow. Oh. Ouais, exact. Ben, je m'en viens meilleur. Ouais. Jean-Gab, ton co-founder au Chiffre, est-ce qu'il joue? Il joue, on est partner en double. C'est un spécialiste du lob. Okay. Faut voir qu'il développe ses autres coups, mais il est pas si pire. Il t'a dit que je t'ai croisé au Nord-de-Lec random en face d'un chichtaouk hier matin? Jean-Gab? Ouais. Non. Ah, okay. Je visitais Workleap pour la conférence annuelle qu'on va tenir chez eux le 10 septembre. Puis j'étais allé avec les filles de Workleap juste prendre un chichtaouk, me vire de bord. Jean-Gab qui s'en allait faire la file. Et en tout cas, j'étais stock de le voir. Cool, man. Comment tu pitches le Chiffre en elevator pitch, genre extrêmement quick, mettons, aujourd'hui? C'est-tu encore le bras droit de l'entrepreneur technologique? Ben, tu le pitches mieux que moi. Oui, effectivement, on s'occupe des startups 5 à 75 employés qui sont généralement soit en pré-revenu ou sont assez avancés, seed, série A. On fait 3 choses pour eux autres. On les organise, on les accompagne, tant d'un point de vue stratégique que d'un point de vue opération de finance. Là. C'est comme ça qu'on se positionne comme bras droit. On les amène vraiment à un autre niveau. Ouais, c'est ça. C'est que je fais pas juste ta tenue de livre ou tes états financiers ou ta déclaration. Je te shape un peu financièrement. Je te dis, voici où ce que tu peux t'en aller. Exact. Le fait qu'on travaille tellement avec des entreprises technologiques, ça nous permet d'aller assez profond dans ce qu'on peut faire avec. On a vraiment une bonne compréhension du domaine. Fait que ça nous permet d'aller vraiment, vraiment deep. Malade. Puis, ben là, Cifero qui est maintenant %. Ouais. Je serais curieux que tu m'updates sur le pitch puis what's up avec ça. Tu es une opératrice, ça m'intéresse quand même. Ouais, ben écoute, pour la petite histoire, il y a 3 ans à peu près, j'étais tanné de dire non je te dirais 90% des gens qui nous contactent sont pas des entreprises technologiques ou de services professionnels. Okay. Parce que ça fait 12 ans qu'on est là. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui me permettrait de dire oui à une autre entreprise qui fait d'autres choses que ça? Fait qu'on a lancé % avec cette idée-là. Mais évidemment, tu te rends compte que c'est aussi tough que quand tu as lancé la première boîte.
parce que t'as pas de brand, t'as pas rien. Fait que finalement, j'étais comme, qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis on a trouvé une super opératrice, en fait, une employée qui était dans la boîte qui a dit, hey, moi, je vais l'emmener ailleurs. Puis depuis ce temps-là, ça roule. Fait que toutes les entreprises qui nous contactent, qui sont pas nécessairement dans nos niches, ben on fait comme Second Dibs, c'est %, puis % la même ADN que nous d'un point de vue opérationnel, fait que ça va quand même bien. Fait que c'est un petit peu comme de la promotion interne, désigner un peu une ou un CEO opérateur. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Là. Exact. C'est le rêve, ça. Mais... Exact. C'est vraiment dépendant de la personne qu'il y a là. Puis tu sais, je pense que tu l'as vécu des fois quand tu travailles avec des partners, ça dépend vraiment de la qualité de la personne. On pourra en parler tout à l'heure là, des partenaires. Là, c'est vrai aussi des entreprises technologiques. Puis quand tu trouves un bon partenaire, j'en ai un super avec le chiffre, puis j'en ai une excellente en Marie avec %. C'est quoi son nom, disons? Elle s'appelle Marie, Marie Cardin. C'est vraiment, t'es vraiment chanceux. Je me pince des fois, je dis, Christy est bonne. Ouais. C'est sick, man. Puis je suis content. Fait que ça, c'est-tu parce que le chiffre, vous avez une forte présence, mettons, Québec, Canada, tout ça. C'est-tu géographiquement scopé pour % aussi? Oui, au début, non, mais parce que notre présence avec le chiffre est tellement forte au Québec, ça donne que la majorité de nos opportunités sont au Québec. Fait que de facto, c'est ça. OK. Ouais. Tu sais, tout le monde a des frameworks là, pour comprendre la business puis la vie ou whatever. Puis un que j'aime quand même, je sais pas s'il est bon, là, peut-être tu me diras, là, c'est les barbelles. Okay. Genre d'être extrêmement concentré dans une extrémité versus une autre. Là, genre, je pense que c'est Taleb qui parlait de ça. Whatever. T'es un fan, moi aussi. OK. Bon. Toi, as-tu l'impression que t'as un peu de feeling business barbell avec le centre Pickle parce que d'un côté, t'es genre deep, mettons, finance pis tech, puis de l'autre côté, t'es genre dans le monde physique, man, avec un vrai espace bureau, un autre type de dépenses pour l'employé. T'as-tu un contraste qui est cool, mettons? Ben, je te mentirais pas que la venue de l'IA qui défait un peu notre profession ou qui va avoir un impact sur notre profession, ça te fait dire, OK, est-ce que je devrais mettre toutes mes œufs dans ce même panier-là? Fait que d'avoir quelque chose de physique, c'est le fun. Mais en même temps, tu sais, la COVID pourrait frapper le centre Pickle, puis on aurait des charges épouvantables à supporter. Fait que tu sais, t'es toujours, mais comme tu dis, c'est barbell d'un côté puis de l'autre. Mais initialement, c'était plus un projet le fun que je voulais faire avec ma blonde, that's it. Il y avait pas de théorie profonde de dire OK, mais je veux maximiser mon exposure ou du moins mais à la fin la journée on est quand même content d'avoir ça. Edger ça. Ouais. Exact. Puis Jean-Gab il est impliqué aussi là, genre right, c'est ça. Oui, ben il est pas dans les opérations, en voulant dire il y a du skin in the game avec toi là. Exact, on est tout le temps on est comme la paire. Ouais, ça vient ensemble. Ouais. Sick, man. Ouais. Mais faire un projet avec ta blonde, c'est-tu rock'n'roll un petit peu? Parce que toi, t'es quand même un dude avec des bonnes opinions fortes, de l'énergie. Là, c'est épouvantable. Mais c'est surtout dû à moi, là. Tu sais, ma blonde est habituée à collaborer beaucoup, elle est dans la co-création, etc. Puis moi, je suis comme vitesse d'exécution, tu sais, rapide. Fait que ça fait que on n'est pas super compatible d'un point de vue entreprise. Fait que ça, on apprend ça après. All right. Ouais. Mais ça nous fait comprendre que notre couple est solide. Ben oui. Exact. C'est comme un stress test. Exact. C'est comme avoir des enfants, faire voyager, avoir une entreprise, c'est tough. Puis vous en avez des kids, justement. Ouais. Fait que c'est-tu, je suis tellement noob en pickleball, genre, c'est-tu kid-friendly, mettons? 7 ans et plus. OK. Puis toi, sont-tu rendus là? Ou? Non. Ils ont de la misère à tenir le palais des deux, là. OK, c'est bon. Fait qu'ils s'en vont. Ouais, puis quand on les amène, c'est une catastrophe. Fait que, ouais. C'est bon. C'est bon, tout. All right. La dernière fois qu'on s'est parlé, man, tu me disais qu'il y a beaucoup de fondateurs qui gèrent leur cash flow au doigt mouillé. Un peu au pif. Vent, ouais. Ouais, au vent. Doigt mouillé, c'est un peu spécial. All right. Bon, ça fait 2 ans que je fais Ça se passe depuis qu'on s'est parlé, tout ça. Puis force est d'admettre que je suis quasiment bien, mettons, supporté par... à ça, c'est rendu Anne-Marie, là, chez vous, là, mais avant, c'était... voyons. Marie-André, excuse-moi. Gros blanc. Mais moi, personnellement, mes finances, je les gère quand même encore au pif, là, puis au vent. Puis je me rends compte, dans le fond, man, que, tu sais,
au moins, j'ai les syncs, mettons, avec la comptable, puis je peux comme dire, hey, là, je pense à ça, telle décision, je pense finalement c'était de la merde, on va essayer de vendre une nouvelle affaire, puis tout. Fait que là, elle peut me dire, genre, OK, ben, check dude, tu sais, en fonction de ton budget puis tes prévisions, ça va peut-être bouger, là, genre, si tu prends des moves dans un, puis ça me sécurise, mettons. Mais je me dis, même avec ça, dans le restant de la fucking année là, d'opération, je suis dans les opérations d'autres, j'essaie d'embaucher du monde, de vendre des produits, de gérer des affaires, le marketing, plein d'affaires en même temps. On dirait que je me dis, puis c'est peut-être un mauvais réflexe, je me dis tout le temps, man, je suis mieux de builder de la brand, puis genre de vendre plus de shit, puis les problèmes de finances vont mieux se régler. Fait que, on dirait que je fais l'autruche un peu, genre, je regarde pas vraiment ce qui se passe avec mon cash flow, puis je me dis, fait que, as-tu un conseil, man, pour le monde qui sont un peu comme moi, genre de... La gestion de la trésorerie du cash, c'est très hygiénique, dans le sens que si tu le fais, c'est pas nécessairement le fun, mais si tu le fais pas, c'est là que ça peut me faire un dead stop à tout le reste. Comme se brosser les dents. Exact, de création de valeur que tu fais. C'est quand c'est trop tard, tu sais pas brosser les dents, là, t'as des dents qui tombent. Ils tombent, puis là, tu fais comme, ah shit, j'aurais dû me brosser les dents. J'ai plus de dents. Exact. Fait que, c'est pas tous les fondateurs qui aiment ça. Et en fait, moi, avec mes entreprises, je capote pas là-dessus, puis c'est facile, dans le sens que faire un cash flow prévisionnel, je l'ai, là, ça fait partie de ma boîte à outils. Mais dans mes projets, j'ai pas tendance à y aller nécessairement parce que tu fais d'autres choses puis tu te dis, hey, je suis mieux de faire rentrer du cash que de monitorer le cash, dans le sens que intuitivement, c'est ça. Mais avoir une bonne gestion du cash flow, c'est ce qui te permet de pas mourir. C'est ce qui te permet aussi de dormir un peu le soir. Je connais un entrepreneur qui, lui, tant qu'il n'a pas fait ses prévisions financières pour l'année ou sa modélisation financière, il n'est pas capable de dormir. Fait qu'est-ce qu'il fait à la place, c'est qu'il passe des nuits blanches à faire, je suis pas capable de dormir tant que c'est pas fait. Fait que je vais passer la nuit à faire mes prévisions. Une fois que c'est fait, il est capable de trouver le sommeil. Ça lui donne un sens de contrôle sur la réalité. Exact. Il sait, puis c'est une entreprise manufacturière. Fait que c'est pas de la technologie. Au niveau cash flow, c'est un peu plus hardcore parce que là, t'as des gros cycles de trésorerie qui sont bien différents. Mais oui, d'avoir ce sentiment de contrôle-là lui permet de dormir. Je te dirais qu'il y a certains entrepreneurs qui le regardent pas plus par insouciance que par vraiment, je suis en contrôle. Fait que c'est soit tu te sens en contrôle, donc tu te sens confiant, ou soit tu es complètement insouciant puis tu te dis, ça, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je suis un peu plus... mais la chance des entrepreneurs technologiques, c'est que, mis à part dans les débuts, t'as quand même du revenu qui est prévisible, généralement. Si t'es en produit, t'es prépayé. Comme d'un point de vue cash flow, c'est beaucoup moins difficile que d'autres industries. Ça pardonne plus. Exact. Pourtant, même si tu es capable de calculer le burn puis tout ça, puis ton runway, je vois, c'est fréquent qu'il y a des entrepreneurs qui se disent « Ah shit, je pensais que j'avais 9 mois, j'en ai 6. Ou je pensais que j'avais 1 an ou 2, finalement j'en ai 3 mois parce que ça, il a duré, j'ai fait des dépenses. » C'est vraiment, vraiment fréquent. Puis, t'as-tu l'impression qu'avec... Parce que une des pensées que j'ai souvent ces temps-ci d'autres, c'est avec les tools d'AI modernes, j'ai plus vraiment d'excuses de pas comprendre un sujet ou de pas faire un minimum dans une dimension de ma business, donc la finance. Fait que je me demande si, genre, t'as vu des entrepreneurs un petit peu plus savvy puis qui se sont bottés les fesses, peut-être plus que moi, prendre un petit workflow AI, soit de l'automation ou juste, genre, un peu de manuel, genre, tu output tout ce que tu exportes tout ce que tu as dans ton Xero, mettons, puis là, tu pipe ça dans le cloud, puis tu updates après une Google Sheet que tu as. Tu sais, il y a manière, avec peu d'efforts, avoir une visibilité quand même sur le sens du monde. Fait que t'as-tu vu ça arriver un peu ou pas tant? En ce moment, le LLM n'a pas tant d'impact sur ce genre de truc-là. De façon algorithmique, tu es capable d'avoir des bonnes prévisions si tu as un historique. L'enjeu avec nos clients, puis la plupart de l'auditoire là, de SaaSpace, c'est qu'ils ont peu d'historique. Puis la réalité, c'est que à chaque année, ça change beaucoup. Tu fais des embauches, ton revenu change, tes dépenses changent. Fait que de confier ça à un LLM ou à des AI, ce qui arrive, c'est que souvent, tu vas retravailler presque autant que si tu faisais juste un export de données mensuel ou à chaque semaine, puis tu venais un peu plus travailler manuellement puis le regarder manuellement. Malheureusement, il n'y a pas encore dans le marché, puis il y a beaucoup, tu sais, le forecasting, là, s'il y a pas 1000 startups en ce moment qui travaillent là-dessus avec les AI, il y en a pas. Mais pourtant, est-ce que c'est résolu? Autant, mettons, que la classification transactionnelle est résolue ou l'OCR est résolu,
Non. Clairement, j'ai pas vu un outil de forecasting qui est vraiment puissant pour faire ce que tu décris. Puis tu gardes un peu l'œil ouvert pour ça, pareil. Oui, absolument. Nous autres, ça fait partie de notre veille parce qu'on se dit, le jour qu'on est capable de déployer ça pour nos clients, ça a un impact qui est démesuré. Puis s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui se dit, hey, moi, j'ai ça, contactez-nous. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Puis sinon, de façon générale, pour un ou une founder qui est plus à ses affaires, y a-tu du tooling que tu recommandes? Genre, moi ce que j'ai comme tooling, c'est super simple. J'ai mon Xero qui a un paquet d'informations super pertinentes pour moi. Puis une grosse partie de tout ça va vivre dans un Google Sheet où est-ce que j'ai des prévisions, un budget, puis je peux checker ça. C'est basic, mais y a-tu du tooling ou des produits autres que ça que ça vaut la peine de recommander ou c'est comme more than good enough puis comme moving on? À un stade plus avancé, tu vas pouvoir ajouter des outils de modélisation qui vont venir justement prendre ta donnée historique, venir faire t'aider avec ton cash flow. À ton stade, puis au stade de la plupart des entreprises, d'avoir... En fait, t'as deux outils généralement qu'une entreprise va utiliser. Tu as le cash flow prévisionnel sur 24 mois ou 36 mois. Okay. Et comme tes prévisions à long terme, généralement, tes 3-4 prochains mois, tu es capable d'avoir une bonne visibilité là-dessus. Puis à mesure que tu t'éloignes dans le temps, plus que c'est difficile. Parce qu'il y a plus qu'il y a d'incertitude. Puis si tu connais Taleb, mais aussi lui, comme tu sais ce que tu vas manger demain, mais est-ce que tu vas manger dans 3 mois, c'est difficile à savoir. Puis après ça, tu as ta gestion de cash flow à très court terme, qui est ton outil 13 semaines. Puis ça, c'est plutôt quand tu es en crise financière ou que tu as besoin d'avoir une compréhension poussée de tes finances. Puis, tu sais, souvent, je dis qu'une entreprise en démarrage est une entreprise en crise, donc il devrait avoir techniquement un cash flow 13 semaines au moins. Puis ça s'update à chaque semaine, généralement. Ou ça dépend encore de la trésorerie de l'entreprise. Mais si tu es réellement en crise, donc à chaque payroll qui passe, ça peut être dangereux ou à chaque... où tu n'as pas nécessairement encore un bon compte en banque, c'est ce que je suggère, c'est de le faire à chaque semaine. Chaque semaine? Oui, chaque semaine. Parfait. De l'outil 13 semaines? Exact. De l'updater ou de le regarder chaque semaine? Exact. Mais ça, encore là, surtout justement quand il y a des crises de cash flow, qu'on arrive dans des creux, ce que ça fait, ça a 2 impacts. Le premier, c'est que tu comprends plus finement ton cycle de cash. Tu peux dire, OK, sur quel levier je peux jouer pour aller chercher de l'argent plus rapidement ou repousser mes paiements? Est-ce que je peux faire une run de payable de fournisseur au lieu d'en faire de payer à chaque fois que quelqu'un m'envoie une facture parce que c'est ça mon processus? Est-ce que je peux commencer à facturer mes licences annuellement pour justement financer ma croissance? Donc, cette compréhension-là, parce que souvent, c'est ça, tes revenus, puis ça dépend encore si nos revenus sont basés sur les encaissements ou c'est basé sur les ventes, mais l'état des résultats ne va pas nécessairement te donner la situation de cash pour une entreprise technologique réelle. Fait que c'est budget de caisse / flux de trésorerie 13 semaines? Oui, cash flow 13 semaines ou flux de trésorerie 13 semaines. Première fonction, comprendre tes cycles. Puis la deuxième, c'est passer à travers ces creux-là. Mais si une entreprise qui est bien financée ou qui n'est pas en crise n'a pas nécessairement besoin de ça. Une modélisation financière 24 mois avec une bonne compréhension des 4 prochains mois est amplement suffisante. Puis ça peut se réviser mensuellement chaque 2 mois, chaque 3 mois, là, selon les hypothèses qui Puis je veux qu'on double-clique là-dessus. Le concept d'une startup est une entreprise en crise. T'en as parlé, je pense, d'une conf que t'as donnée ou d'une présentation que t'as donnée au... je sais. OK. Mais ça m'intéresse juste, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Genre, creusons là-dessus. Une entreprise qui est en crise au niveau monétaire ou financier, il y a 2 causes généralement. C'est soit conjoncturel, donc la conjoncture fait que... Tarifs. Exact, les tarifs. Puis là, tu vas finir par t'en sortir. Donc, tu dois gérer ça, mais à un moment donné, ça devrait se replacer, ou du moins la conjoncture va faire que tu vas réussir à y aller. Structurel, c'est qu'il y a fondamentalement, il y a des problèmes avec ton entreprise, puis il faut que tu les adresses, puis tu les règles. Une entreprise en démarrage a souvent des problèmes structurels parce que tu n'as pas trouvé ton product market fit. Tes ventes sont très peu prévisibles. Il y a plein de choses qui font que tu as besoin de régler avant de te dire « OK, je peux bien dormir le soir. J'ai réglé l'ensemble de mes problèmes, puis là, ça sera peut-être plus la conjoncture. » Tout dépend de toi comme founder. Mettons que tu es un multi-bottleneck. Exact. Si tu as trouvé tous les ingrédients, puis après ça, il te demande juste de scaler, là, en ce moment, c'est un problème conjoncturel. Puis c'est là que c'est intéressant d'aller chercher du financement par dette. Fait que de savoir
c'est quoi notre crise? Ça a beaucoup d'impact sur l'outil de financement qu'on va choisir. Si on est en crise conjoncturelle, donc c'est lié au timing, donc je sais que je vais croître ou je sais que je vais régler mon problème de cash dans 3 à 6 mois, la dette était intéressante parce que on vient pallier Mais si c'est un problème structurel, donc il faut comprendre, il faut régler, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Là, d'aller en dette, on double notre risque, on augmente notre risque. On va préférer faire des investissements par équité, d'aller chercher du financement dans ce moment-là. Ouais, c'est intéressant, man. Puis, j'essaie de voir ce que je veux aller avec mes skis. Parce que t'as fait un post, man, sur LinkedIn par rapport à cette présentation-là que t'as donnée au HEC. Puis, un des trucs que t'as dit, c'est bon, une startup est souvent une entreprise en crise à cause des fondamentaux que tu viens d'expliquer là. Mais t'as aussi dit un conseil que je leur ai comme pas donné, mais que je devrais leur donner, c'est arrêter de starter des business pour d'autres étudiants, genre qui servent d'autres étudiants, right? Ouais. Puis, mais tu sais, c'est un pattern, puis je le vois, moi, j'ai des gars et des filles que je connais top notch, man, qui ont des startups qui s'adressent à cette crowd-là. Puis je pense que c'est cool, mais pourquoi tu penses que c'est peut-être un anti-pattern de viser la clientèle étudiante quand tu es étudiant puis tu veux te lancer une première entreprise? Mais c'est quand même un classique. Parce que, un gros classique. Exact. Parce que ce qu'on dit dans le milieu entrepreneurial, c'est qu'il règle des problèmes. Puis l'être humain est fait de même. C'est juste ce que tu vois ou ce que tu entends. Fait que les problèmes que tu vois, c'est des problèmes d'étudiants. Mais les problèmes d'étudiants, malheureusement, c'est des problèmes de gens cassés. Puis avec beaucoup de monde qui essaie de régler leurs problèmes. fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu vois une entreprise qui est vraiment dans du B2B, là, du deep B2B, là, des problèmes, tu te dis, comment se fait que, je donne l'exemple de Workleap ou GSoft qui font de la migration SharePoint. Donc, c'est ton stack Microsoft qui est perdu quelque part, que tu dois migrer de 2003 à 2008. Puis là, il n'y a pas de tooling qui fait ça. Puis tu fais ça, tu règles ce problème-là. Mais c'est vraiment, vraiment profond comme problème. Mais pourtant, c'est ce qui leur permet d'avoir vraiment des marges qui sont intéressantes. Tandis que quand tu es dans B2C, parce que tu te dis, hey, moi, il n'y a pas d'offre de banh mi ou d'offre de pickleball dans le secteur, ben là, soudainement, tes marges sont vraiment, vraiment plus difficiles à défendre. Ouais, 100%. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Puis un des points que je rajouterais à ça, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que dans le fond, si ça fonctionne, ta business comme étudiant qui s'adresse à des étudiants, c'est cool, mais ça veut dire, man, qu'il y a une décennie probablement de ta vie que tu vas être pogné, quote-unquote, avec ce ICP-là, que tu ne pourras pas nécessairement tout de suite vendre à peut-être du B2B ou est-ce que tes marges vont être plus intéressantes ou whatever. Fait que si ça marche, c'est quand même un commitment de rester dans ce crowd-là longtemps. Oui, il y a certaines personnes ou certaines entreprises qui vont servir souvent ça comme tremplin. Donc, ils font, mettons, tu t'occupes des étudiants pour leurs livres de cours, puis après ça, tu vas viser les maisons d'édition, puis là, soudainement, tu as bâti le tooling pour d'autres choses. Fait que parfois, tu vas pouvoir pivoter parce que tu fais des apprentissages. C'est important d'être dans l'action. Fait que, tu sais, j'en veux pas aux étudiants de dire, je pars un projet pour ce que je connais, puis ça te permet d'itérer, ça te permet de comprendre ce qui est difficile, puis éventuellement, tu t'en vas ailleurs. Je sais pas si je suggère au monde d'aller faire un stage dans l'industrie de l'équarrissage ou l'équarrissage, c'est mettons que tu prends une bête puis tu la dépeces. Ouais, puis quelque chose qui est vraiment des rejets par exemple de carcasses là, exact. Puis ça il y a des super belles marges à faire là-dedans, mais c'est parce qu'il faudrait que tu ailles faire un stage là-bas. À 23 ans sur Instagram, c'est moins cool. Exact. Fait donc, je leur en veux pas, mais d'avoir une exposition à d'autres industries, c'est pas une mauvaise affaire. Fait que l'idée de faire des stages à plusieurs endroits, de comprendre des choses, ça te permet de mettre le doigt sur des enjeux. All right, man. Puis que ce soit une jeune business startup ou juste une startup là, qui est comme un peu en crise permanente, comme on disait, là, est-ce que toi, comme comme comptable, comme accompagnateur stratégique en finance, tout ça, si vous faites ton fractional CFO, est-ce que tu crains la récurrence des meetings pendant ce moment-là aussi? Genre avec tes startups, mettons, qui sont clientes du chiffre, qui commencent, là, puis qui sont en crise, mettons, qu'elle soit fondamentale ou
comment on disait, le conjoncturel ou structurel, ouais. Tu ratchet up un petit peu la quantité de fois que tu vois, toi, genre? Ou ça vient d'eux plus? Dans un monde idéal, ça serait ça. Ouais. Mais malheureusement, dans un monde de consultation, faudrait que ça soit hautement subventionné par nous pour que ça se fasse. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est donner beaucoup d'outils gratuits, donner une rencontre conseil de couvrir beaucoup. Puis c'est les gens autodidactes qui vont sortir de ça. Là. Malheureusement, t'as plus d'outils quand t'as des revenus parce que t'as plus accès à des experts. Même chose pour les avocats, même chose pour parce que tu peux tout simplement te le permettre. Ouais. Makes sense, man. T'as eu une exposure unique ou du moins intense à tout le phénomène de genre, je suis une business de service, j'ai des skills technologiques, j'aimerais bien ça avoir de la répétabilité, prédictibilité de revenus, m'a essayé de faire du produit, right? Fait que de service à produit, tu l'as vu beaucoup. Y a-tu des métriques ou des moments spécifiques dans le life cycle d'une business de service qui sont des indicateurs de peut-être qu'on serait rendu à productize quelque chose? Puis c'est quand même le rêve cochon de pas mal d'entrepreneurs qui sont dans le service technologique. Ils se disent, un jour, je vais me sortir du rat race de je gagne un client, je perds un client. J'ai une personne qui fait un projet, je me fais challenger sur mon projet à un moment donné. Fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce rêve-là. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait au niveau des problèmes. En faisant du service, ça te permet de détecter des problèmes du marché puis de dire, hey, ça fait 3 fois que je fais ce même mandat-là. Peut-être qu'il y a de quoi qui est lié au produit. Fait que les métriques, ce qui va te... Donc, ce qui est le fun, c'est que tu as un laboratoire pour faire des tests puis comprendre ça. Fait que tu peux être payé pour faire des tests, ce qui est bien. C'est la marge brute que tu génères qui va te permettre de dire, OK, ben je peux libérer quelques ressources pour faire ça, puis essayer de faire un test. Mais c'est facile quand même de rester dans la rat race parce que ça te procure de l'argent, puis qui te permet de survivre, puis tu réinvestis, puis tu es tout le temps là-dedans. Fait qu'il y a des entrepreneurs qui s'en sortent jamais. Puis c'est souvent lié à la profitabilité de leur entreprise ou du moins qui ne trouvent pas le product market fit. Encore là, je vais donner l'exemple de Workleap, qui est un exemple qu'on a, ils ont fait 7 produits avant qu'il y en ait un qui colle. Puis là-dedans, il y en a 2 qui ont collé, ShareGate et Office Vibe, mais version numéro 2. Donc, il a fallu qu'ils mettent pas mal de ressources pour avoir des produits qui leur ont permis de sortir de cette fameuse course-là. Là. Puis, tu sais, on parle souvent comme si pas fallait en sortir de cette course-là, mais comme ça peut être cool d'en sortir, mais ça peut être aussi cool de juste comme décider de faire du service puis comme d'assumer ça. Oui. Parce que toi, le chiffre, je veux dire, la quantité de problèmes de gérer les finances d'une entreprise technologique que tu as été exposé, tu aurais pu te dire, je vais en faire un produit, moi, comme competitor à 0 ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez, toi puis Jean-Gard, décidé de quand même rester là-dedans. Oui, j'ai été un peu, si tu te rappelles, on s'en a déjà parlé, j'ai déjà été dans des projets technologiques comme investisseur puis même entrepreneur. Oui, c'est vrai. C'est une game qui est complètement différente en termes de niveau de risque. C'est une... mettons... dans le produit, tu peux être très riche. Ou du moins, si tu réussis bien. Surtout dans le produit technologique, je trouve que c'est un scénario un peu plus winner takes all. Tandis que de tirer son épingle du jeu en service, c'est pas si difficile que ça. Dans le sens que si tu es capable de convaincre quelques personnes de travailler avec toi, puis quelques clients de travailler avec toi, ben tu es capable de bien vivre puis d'avoir beaucoup de flexibilité. Fait que nous, ça nous a permis de nous créer une plateforme qui nous permettrait d'investir dans des entreprises technologiques ou de se réessayer dans les entreprises technologiques parce qu'on l'a déjà fait. Là, en ce moment, on a investi dans un centre de pickleball. On investit dans d'autres entreprises financières parce qu'on connaît ça. Pendant longtemps, je me disais que c'était inévitable que j'allais faire ça parce que j'allais dans les conférences puis j'étais comme c'est tous des entrepreneurs technologiques puis moi j'étais un vulgaire comptable. J'aimerais donc ça faire partie de la crowd. Aujourd'hui, plus vieux, j'ai moins ce problème-là. C'est correct d'être dans cette entreprise de service, je me sens bien là-dedans. Là. Ouais. Puis vous réussissez bien avec celle-là en crise. OK. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu es en service. Si tu n'as pas déjà agrandi une certaine marge brute qui te permet de tanker un petit peu du risque du produit, c'est-à-dire de diverger détourner des ressources vers faire du produit, peut-être que c'est pas le bon moment de le faire. Fait que moi, je pousse la réflexion plus loin puis je te dis, OK, ben, si tu as assez de marge brute dans ta business de service puis tu veux pivoter vers du produit tranquillement, as-tu vraiment besoin d'une autre source de financement externe, mettons? Quand est-ce que ça peut faire du sens
il y en a un paquet, là. T'as de la dette, t'as de l'investissement, de capital de risque, t'as subvention, subvention crédit, puis l'autre, c'est quoi? Financement sur tes crédits. En tout cas, c'est comme plein de types de cash que tu peux injecter dans ta business, mais si tes marges sont assez fat, on s'en calisse, genre, ou... Effectivement. Faut que tu sois fat. Effectivement. C'est facile d'être addict à son chèque de paye, là. Encore une référence à Taleb. Mais oui. C'est ce qu'on appelle les fameuses entreprises bootstrappées. T'as le moyen soit de dire, moi, j'ai soit une fortune familiale ou j'ai fait de l'argent puis je vais investir, mettons, upfront de l'argent pour venir financer mon projet ou je vais aller faire de la levée par équité. Mais si les clients financent ta croissance de deux façons. La première, c'est en te donnant des problèmes puis en te payant pour résoudre ces problèmes-là. Fait que tu développes le produit en faisant de la résolution de problèmes pour les clients. Et la deuxième chose, c'est en te donnant des marges qui te permettent de le faire, mais c'est un peu comme si tu investissais ta propre argent dans ton entreprise. 100%, fait que pour des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement qui viennent pas de familles fortunées, puis qui n'ont pas nécessairement un gros background, un gros réseau, c'est une bonne façon de commencer. Puis c'est un peu notre thèse aussi, nous autres, avec le chiffre, c'est qu'on se disait, on n'a pas de capital, on n'a pas de contact, on n'a pas rien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire du service, puis à un moment donné, il va y avoir des opportunités qui vont venir, puis ça devient une plateforme. Fait que il y a beaucoup d'entreprises de services qui vont faire ça, puis qui n'auront pas besoin d'aide externe, ça te donne une belle flexibilité. Là. Ce qui est fucked up, man, c'est que dans ta psychologie de founder, si t'es en service, puis que là, t'as des marges intéressantes, c'est pas le même espace dans ton cerveau qui va s'allumer quand tu décides d'injecter des centaines de milliers de ce cash-là, comme Spectrum ont fait avec Snipcart, right? Mm-hmm. C'est pas le même sentiment que tu vas devoir gérer. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cash puis tu dois aller chercher de la dette ou de l'investissement de capital de risque pour créer quelque chose from scratch, là, c'est genre t'as ton bout de cerveau qui est genre, OK, là, je prends du risque, right? Là, je tank du risque, j'ai une tolérance à ce risque-là. Ouais. Si tu as déjà des marges fat puis que tu les sacrifies un peu puis tu les investis dans le produit, c'est le bout de ton cerveau qui est genre... Hey là, man, je perds des gains que j'avais déjà. Genre, c'est comme le risk taker versus l'économe Séraphin, je sais pas comment dire. Ouais. Puis tu sais, quand tu lèves l'argent, tu te dis, il faut que j'aille vite. Ouais. Tandis que l'autre, t'es comme, c'est plus facile de s'endormir parce que t'es plus comme, OK, ben, on va remettre un autre 100 000. Puis t'es occupé avec d'autres choses. Fait que même ton énergie de fondateur est comme, est splitté. Fait que, tu sais, c'est un couteau à double tranchant, là. Fait que, ouais. Si t'avais à prendre un guess, là, vraiment grossier guess, là, genre, sur 10 qui essayent de faire ça, il y en a combien qui réussissent, genre? Une. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Puis fait que ça fait des genres de produits un peu zombies qui finalement, genre... Exact. T'as fait un produit pour utilisation interne, puis là, c'est bien cute. Ouais. Ou t'as 3 devs qui n'avaient pas nécessairement une vision produit ou une vision business, qui ont fait de quoi de vraiment cool pour 2 clients, puis finalement, tu as développé des features pour le client, mais t'as jamais réfléchi à faire de quoi. Il y a aussi que, tu sais, un client en service va te payer, je sais pas, 200 000, 300 000 pour ta solution, 1 milliard si tu t'appelles le gouvernement du Québec. Puis après ça, tu le mets en produit. Si tu vendais un sac clic en produit, tu dis, hey, je te vends ça de ma licence 3 000 par mois. Puis, tu comprends que c'est pas la même envergure parce que dès que tu parles de produit, ben, c'est difficile de venir charger des grosses affaires. Il y a une question de volume puis parfois les problèmes que tu règles pour les grosses entreprises sont pas réplicables. Puis c'est correct aussi de pas aller dans le produit. Souvent, je vois des entrepreneurs qui font des belles marges, là, puis qui se disent, hey, je vais prendre ça, puis je vais faire un produit. Puis justement, après ça, ils présentent, puis ils sont comme, ce que j'ai développé, que je me suis fait payer 500 000 à 1 million sur 2-3 ans, ben, je vais le vendre 5 000 par mois. C'est OK. Ouais, c'est cool. Pourquoi tu trouves pas un deuxième client? Pour faire ça. Tu te poses la question, ouais. Non, je te feel. Puis, tu sais, ça amène plein d'autres enjeux, d'autres du genre. OK, culturellement, à l'interne, si t'as genre des devs, des designers, des marketers, des vendeurs, ben là, si tu décides de détourner une partie de tes marges vers faire du produit, ben, il y a une partie du monde qui vont plus être dans le même mode que les autres. Est-ce que ça va créer des jalousies, des envies un petit peu? Est-ce que ça va créer un fossé un peu dans les opérations? Absolument. C'est pas facile, man. Non. Un dev de produit, c'est pas un dev de service. T'as besoin de plus de marketing que de force de vente directe, généralement, à moins que toute ta nature de ta business change. Tes capacités que tu as développées à travers le temps dans le service
sont différentes que celles où ton mindset est différent de celle d'une entreprise de produits. Entreprise de service, c'est tu te prends pas loin, tu prends pas trop de risques, tu te fais payer, il faut toujours que tu surveilles tes marges. Tu vas pas justement lever des capitaux, tandis que dans une entreprise de produits, tu peux brûler beaucoup d'argent puis être encore dernier dans ton... Tandis que service, tu vas toujours avoir une petite part pour toi parce que géographiquement, l'espace que tu occupes en tant qu'humain va faire que tu vas avoir des... Puis, vous, évidemment, j'ai pas de chiffre en tête, ou du moins, même si j'en avais, j'en donnerais pas, mais je sais que vous avez une belle business de service qui génère des marges. Ça fait combien de temps le chiffre? Genre 12 ans? OK, bon. Dans les 12 ans, là, je sais pas quand est-ce que vous avez commencé à générer des belles marges puis vous avez de l'excédent, mettons. Ouais. Y a-tu des money moves, mettons, des investissements ou des endroits où vous avez mis, Jean-Gab, toi puis Jean-Gab, cet argent-là, que t'es comme, ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Ça, c'est comme genre, man, ça, c'est un bon move. Puis ça peut être aussi dumb puis simple que S&P 500 ou whatever. Tu sais, je suis juste curieux de creuser un petit peu plus vers ce côté-là. Si t'es à l'aise. Sinon, oui. Vaughn, je pense qu'on pourrait vivre de façon plus luxueuse d'un point de vue personnel si on le décidait, mais on a toujours décidé de réinvestir nos bénéfices dans la croissance parce qu'il faut que tu finances des choses en service. Il faut pas oublier que tu as des comptes recevables qui sont plus importants que, mettons, dans une entreprise de produits où est-ce que c'est prepaid. Fait que il faut que tu finances la croissance. Même si tu es profitable, puis tes comptes recevables passent de 1 à 2 millions, mais il faudrait que tu injectes 1 million dans le business, mais techniquement, c'est tes profits. Fait que avant que tu vois tes profits, ça peut prendre des années parce que tu finances ta croissance. Fait que, effectivement, il y a différentes choses. Nous autres, on a décidé d'utiliser ça pour A, financer la croissance, puis B, investir dans des projets. Fait qu'on a investi avec des clients, on a des actifs dans plusieurs entreprises technologiques, on a parti un autre cabinet, on a parti un centre de pickleball. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait. Nous autres, on s'est dit que notre entreprise de service nous servirait de plateforme pour faire ce qu'on voulait. Avoir du fun, avoir du fun. Risques. Exact. Ouais. Pense à... Jean-Gab, c'est un ami d'enfance, donc on fait des affaires with the boys. Là, c'est un peu la thèse. Puis c'est un privilège, c'est hot, c'est le fun. Exact. On a travaillé fort pour se rendre là, mais c'était ça qu'on voulait. Ouais, c'est malade. Fait que cette liberté-là est très importante pour nous. En fait, c'est la rentabilité qui te permet ça. Dans le produit et dans le service, il n'y a rien qui change. Là. Puis y a-tu... Mettons là que... Fait que ta réponse, mettons, j'essaie de la diluer pour quelqu'un qui fait une boîte de service en ce moment, qui commence à générer des belles marges, puis qui se dit, c'est quoi je fais avec l'excédent de mon cash? La première réponse, c'est, t'as-tu besoin de l'excédent pour financer la croissance tout court? Exact. Fait que ça, check ça. Sinon, c'est genre, c'est quoi que toi, tu veux? Exact. Tu veux-tu vivre une vie luxueuse? Tu veux avoir du fun with the boys, with the girls? exact. Puis investir, tu sais, faut que tu réfléchisses à ça. Exact. Peux-tu lancer des produits? Est-ce que tu veux... fait que c'est un beau problème. Puis ça prend du temps à se rendre là. Ça prend du temps, ça prend une belle exécution. Combien de temps ça vous a pris? Longtemps. Je veux dire, les 2-3 premières années, c'était certainement crève-faim. Mais on ne connaissait même pas notre métier. Là. Fait qu'il fallait apprendre notre métier correctement. Tu es comptable, mais tu n'es pas un comptable d'entreprise puis de start-up à ce moment-là. Après ça, ça a pris quelques années. C'est vraiment quand Jean-Gab a pris les rênes de l'entreprise avant c'était moi le directeur général, puis c'est moi qui m'occupais pas mal de ça. C'est pas mal, le chiffre, c'est pas mal fait avec Jean-Gab. Jean-Gab, c'est un excellent opérateur. Fait que moi, j'étais très axé croissance. Je signais beaucoup de deals que je devrais pas signer. Je faisais des erreurs. Puis lui, je pense qu'il a pris ce que j'avais fait, puis il a réussi à l'organiser. Puis à augmenter les marges, on est niche down. Fait que c'est une réalisation que j'ai avec le temps que je suis pas nécessairement un opérateur, qui t'as wartime puis peacetime. Je suis pas vraiment. Explique-le vite, ça. Wartime, c'est quand c'est le chaos, quand t'es au centre du vortex, t'as vraiment du plaisir. Dans les débuts, dans un lancement de produit, moi, je me sens à ma place, ou dans les crises, je me sens à ma place. C'est wartime CEO. Puis t'as peacetime CEO qui dit, t'as quelque chose que tu le fais grandir, t'as la bonne routine. Tu le nurture comme un exact, comme un jardinier, exact. Puis les gens ont des aptitudes, des affinités différentes. Des fois, ton entreprise te demande de changer ton rôle. Fait que j'ai déjà mis mon chapeau de jardinier, mais mettons d'une façon naturelle, je pense que Jean-Gab a beaucoup plus le rôle jardinier puis moi le rôle chasseur. Fait que c'est différent. C'est différent. Fait que de comprendre sa psychologie, ça te permet aussi de trouver le bon partenaire. Puis moi, c'est ce que je fais maintenant. Je me dis, OK, je vais m'associer avec des opérateurs qui sont plus du style jardinier, puis moi, je veux partir des feux. Tu sais, je suis plus un allumeur de feu qu'autre chose. Là.
pyromane. Exact. Hey, dude, là, ça va être du narcissisme conversationnel. Fait que indulge me. Ouais. Mais genre, on dirait que je sais même pas c'est lequel que je suis, dude, man. Genre, j'ai un feeling wartime, mais on dirait que dès que je suis dans le wartime, je suis comme, oh man, longing for the peace of the garden. Tu sais, genre, je suis genre jamais content, man. Ouais. Mais ça dépend. Je pense que. C'est un bon hustler, là, tu sais. Ben, Je suis pas un gars, tu sais, qui est bien ordonné, systématisé. Tu sais, j'ai besoin que le monde gère ça, là, parce que je suis pas. Mon intuition, c'est que t'es plus un wartime CEO. Ça veut pas dire que Mais t'aimes la petite guerre. Frank fait de la grosse. Exact. Ouais, les petites batailles, j'aime mieux. Mais c'est pas parce que t'as plus d'attitude là que, mettons, de façon attitude ou version. T'as peut-être besoin plus d'être rassuré puis plus. Ouais, ça oui. Exact. Mais j'ai besoin de ça. Exact. Mais si t'avais justement un partner comme j'ai à la Jean-Gab, peut-être que cette petite souris-là qui te dit hey, j'ai besoin de quelqu'un me rassurer puis me flatter, puis tu vas chercher ce sentiment de sécurité-là beaucoup avec ton comptable, par exemple. Avec toi, avec Jean-Gab. Exact. Jean-Gab m'a flatté le dos. Exact. Pour te dire tout va bien aller. Mais des esprits créatifs, c'est souvent des gens qui sont mieux quand c'est le chaos. Parce que c'est là qu'il y a des opportunités, c'est là que... Ouais, il y a différents types d'entrepreneurs. Je sais pas si ça va faire un bon clip, la petite guerre, mais j'ai trouvé ça drôle, hein, Chris. All right, man. J'ai le goût qu'on parle un petit peu de produits de financement ou de manière de financer ta business. Moi, je suis devenu de plus en plus en contact avec une réalité que je connaissais pas avant, ben franchement, qui est comme soit revenue-based financing ou crédit-based financing, subvention-based financing. Des gens ils savent que tu vas avoir un type d'argent qui rentre, mettons, du gouvernement, puis ils sont capables de te prêter cet argent-là avant qu'il arrive. Right? Finalta, mettons, ils font ça. Puis j'ai une super belle discussion, by the way, avec David. Ils vont commencer à conf, man, tout. Cool. C'est creux, puis c'est grâce à Jean-Gab. Nice. Avec David Leblanc. Ouais, avec David Leblanc, Finalta. Qu'est-ce que tu penses de ce type de service-là, genre. Là, c'est sûr que là, on vient de nommer son nom, fait que je pourrais pas dire que c'est juste de la merde. Non, je dirais pas que c'est de la merde. Faut bien comprendre ça sert à quoi. Ouais, c'est ça. Explique. C'est quand même facile de créer une addiction au financement de crédit d'impôt. Ouais. Parce que souvent, quand tu vas prendre la dette, que ce soit avec la BDC ou que ce soit avec Finalta, etc., soit, tu parlais de revenu base, mettons un prêt d'MRR ou quelque chose de même. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, puis un peu pour revenir à notre conversation, c'est que tu as besoin de cet argent-là pour générer plus de revenus, accélérer, puis finalement couvrir cette dette-là que tu vas prendre. Ouais. Le problème, c'est que souvent, tu rentres dans quelque chose, un cercle qui n'arrête jamais, où est-ce que tu as besoin du prochain financement pour financer la prochaine ronde, etc. Puis t'es pogné dans un train en feu. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Okay. Puis je pense que les entrepreneurs ne comprennent pas nécessairement bien c'est quoi ce pacte-là qu'on fait quand on prend de la dette. Il faut... puis je pense qu'il faut vraiment saisir pourquoi on le fait. Le pourquoi on s'endette, c'est... Puis on revient à la conversation qu'on avait plus tôt. C'est soit pour la conjoncture ou pour accélérer. Donc, c'est soit on se dit, hey, en ce moment, je suis dans un creux, j'en ai besoin parce que dans 6 mois, ben, c'est ma saison forte. Ouais. Mais réellement, avec de la technologie, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est assez stable. Oui, il y a la saison des budgets, oui, mais c'est pas la même chose. Ou du MRR financing, tu sais que éventuellement ton MRR va couvrir ça. Fait que tu es juste capable d'accélérer puis d'investir plus. Mais pour ça, moi, ma conviction, c'est que tu dois avoir d'attraction. Si tu dois te dire, si je mets 1 pièce dans le système, elle est capable de me recracher d'autres pièces. Si c'est plus, je mets 1 pièce dans le système, puis je vais prier ou avec nos tests, on va finir par dire, OK, mais si je mets 300 000 en marketing, évidemment, il va y avoir... Si tu n'as pas ces canaux-là, testé, bien rodé, là, tu te dis, ben, si je connais mon CAC, si j'investis dans mon Customer Acquisition Cost, si j'investis dans ma Chine, il va y avoir de l'argent qui va être recraché. Je ne suis pas un fan de la dette. Plus que le risque est élevé, plus qu'on va aller en financement d'équité, moins le risque est élevé, plus on va aller en dette. Parce que ça te permet justement... Mais pour avoir un risque moins élevé, ça implique une maturité de la compagnie, que ce soit à travers ses canaux de commercialisation prouvés ou son produit stable. Tu sais, genre, tu peux pas... au début, là. Ouais, mais au début, parfois la dette va être...
mettons que tu as 300 000 en REER. Puis que tu te dis, hey, je veux pas décaisser ces REER-là, ben, tu vas endosser personnellement un prêt de 300 000 pour faire, c'est comme si c'était un investissement de ta part dans l'entreprise. Ouais. Faut bien... Moi, à une mini-échelle, j'ai fait ça là. Exact. Ça se passe, mini. Exact. Mais ça, il faut bien comprendre ça. C'est comme tu l'as. Oui, tu penses que c'est dans tes REER, mais pas vraiment. Il est rendu dans ton entreprise. Fair. Exact. Ouais. Fait que tu payes l'intérêt d'un bord, tu as du rendement de l'autre. Bref. T'as raison. Fait qu'il faut vraiment comprendre ça. C'est comme si tu mettais 300 000 dans ta business. Ouais, mais c'est pas 300 000. Juste... Non, mais je te donne... Ouais, je te fais. Fait qu'il faut bien comprendre cette dynamique-là, que quand tu endosses des trucs personnellement, c'est comme si tu venais locker une partie de ta maison, une partie de tes REER dans ton entreprise. Ouais. Fait que oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est un simili-financement par équité. Parce que donc, c'est une façon pour le founder de mettre de l'argent dans sa business sans le décaisser. Fait que mais justement, là, tu le sais, c'est conscient. Tu dis, je prends un risque, je mets 300 000 dans ma business. Je vais peut-être aller chercher, justement, avec ce 300 000-là, je vais aller chercher 1 million de plus ou 2 millions de plus parce que je montre que j'ai du skin in the game. Puis après ça, je vais aller faire, aller soit voir des anges ou soit faire une levée de financement puis venir financer mon risque. Cela dit, si on pense que ça, c'est un mécanisme pour juste avoir... si on finance le risque sans comprendre ça, ben là, on se rend compte que, aïe, OK, qu'est-ce qui arrive quand 12 mois plus tard, j'ai pas de product market fit. Que mes fameuses hypothèses que j'ai présentées à la BDC, qui avait une croissance des revenus, qui venait couvrir ma dette, finalement, ça s'est pas réalisé. Ouais. C'est pour ça que je suggère souvent aux entrepreneurs qui sont en démarrage de pas considérer les revenus quand ils font leurs prévisions financières, du moins d'un point de vue interne. C'est correct de présenter à la banque un 24 mois qui demande la profitabilité. Anyways, si tu leur dis que tu vas perdre de l'argent après 24 mois, ils n'accepteront pas de te donner du financement. Il faut toujours que tu fasses ça. Mais d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue compréhension de ses propres finances, quand tu regardes l'argent que tu as besoin de te rendre là, tu ne devrais jamais considérer une augmentation des revenus si tu n'as pas un product market fit très, très clair. Là. OK, gotcha. All right, folks, le Spotlight partenaire du mois, c'est Yak, une boîte de cybersécurité spécialisée en sécurité offensive, tests d'intrusion, scan de vulnérabilité, Red Team. Ils ont tout ce qu'il faut pour gentiment vous hacker. Que vous soyez rendu à obtenir une certification comme SOC 2 ou ISO 27001, à lever du financement ou juste à vouloir prévenir les cauchemars de sécurité, Yak peut vous aider à sécuriser votre app. Tu sais ce qu'on dit, quand ta sécurité est pas affectée, t'as 1000 petits problèmes en SaaS, mettons. Mais quand ta sécurité est affectée, t'en as juste un problème, puis il est pas petit. Fait que check out ma conversation avec Cindy Felt, où on jase de tout ça et de plus sur saspace.com/partenaire avec un S/YAC, Y-A-C-K. saspace.com/partenaire avec un S/YAC. Sinon, vous pouvez les checker, la boîte, leur service, la gang, directement sur yak.one, YACK.ONE, yak.one. OK? De retour au pod. Puis, pour en revenir juste vite à le financement qui est basé sur des crédits d'impôt qui vont rentrer puis tout ça, dans le fond, juste pour être sûr que moi, je comprends bien ce produit-là, je pense que à moins d'avoir cette certitude-là de croissance qui va s'accélérer, si j'ai du cash accessible plus tôt dans mes opérations, je le réinvestis, j'ai des canaux bien rodés, comme on disait, à moins d'être dans cette situation-là, c'est pas une bonne idée, là. Ou j'ai un financement clair et... Ou je suis dans la marde, peut-être. Ouais, je suis dans la marde. Le problème, c'est que tu es dans la marde là, mais souvent, tu accentues ce problème-là. Tu pèles du part. Exact. Tu dis, faudrait peut-être que je coupe le tiers de mes dépenses, mais je préfère dire, OK, si tu me donnes 4 mois, là, je vais me faire approuver par la FDA aux États-Unis, puis je vais pouvoir passer, il y a quelque chose qui va changer dans ma réalité, qui va faire, puis oui, des fois, ça arrive. C'est des gros des fois, il y a des gros breaks, mais il faut comprendre la notion de risque. C'est qu'on accélère le risque quand on prend de l'endettement, là. C'est qu'on vient, c'est un couteau à double tranchant. Encore là, peut-être que tu vas augmenter ta valorisation grâce à ça, parce que tu n'as pas voulu aller en financement maintenant et tu as préféré aller plus tard. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est intéressant. On a parlé de crédit de subvention. On peut passer là-dessus vraiment vite, mais au niveau crédit CDAE, ça va... C'est commerce, développement... Développement des affaires électroniques. Crédit, développement des affaires électroniques. Ouais. Merci. Il y a eu des changements. Là, ils vont focuser plus sur l'intelligence artificielle pour réussir à avoir tes crédits. Il va falloir que tu aies une partie de vraie innovation, I guess. Là, je sais pas comment le dire. En entendez-vous parler? Vos clients vous posent des questions? On en est où là-dessus? Oui, bien, premièrement, c'est présenté dans le budget, là, donc c'est pas encore réalisé. Il y a des représentations qui vont être faites par les différents groupes. Là, fait que on sait pas ça va être quoi
au final. Mais dans son esprit, de dire que ce n'est pas, on ne finance pas de la maintenance de système, des trucs de même, je pense que c'est une bonne idée, mais ça va mettre en péril plusieurs modèles d'affaires. Ouais. J'ai parlé avec du monde, off the record, puis genre, il y en a que toute leur marge, c'est ça. Exact. Ce qui reste à la fin, ils disent, exact, c'est tes crédits CDAE ou tes crédits multimédia ou ta RSDE, là, parce que justement, c'est difficile à modéliser. Fait qu'ils se disent, OK, je vais tout balancer le reste, puis le reste, ça va être du grévé. Ouais. Fait que, Which is fucked up un peu, mais tu sais, en même temps, tu te dis, à qui la faute, entre guillemets, parce que c'est nous, comme gouvernement, puis comme société, qui a décidé d'investir du cash là-dedans. Fait que tu hook un petit peu certaines compagnies à cette drogue-là. Pas certaines compagnies, le marché au grand complet. Merci. Parce que les gens compétitionnent tout le temps sur la même base. Fait que oui, au début, il y a peut-être des gens qui en profitent plus, mais à un moment donné, le playing field, tes consultants, ils savent, tout le monde va demander son CDAE. Fait que ce qui arrive, c'est oui, tu rends ton marché québécois plus compétitif peut-être au niveau des prix d'un point de vue international, mais dans le marché local, tout le monde a les mêmes outils. Il n'y a pas de différence. Fair. Mais mon point, c'est que tout ce monde-là, dans le fond, dépendamment de comment eux ils ont géré leur business, c'est une composante d'importance de leur revenu ou de leur profit ou peu importe comment tu veux l'appeler. Puis là, si ça change beaucoup, il y a de ces compagnies-là qui c'est comme OK, fuck, man. Genre, tu sais, ils peuvent être dans merde. Puis, I guess la responsabilité finale est avec l'entrepreneur puis tout ça, là. Sauf que moi, j'entends les choses comme genre, t'as des groupes, certains groupes, là, que j'ai pas envie de rentrer dans trop de politique, mais qui vont mettre de la pression, mettons, sur le gouvernement. Ah, 100%. Pour que ces choses-là bougent lentement ou clairement, puis que ça fuck pas tel genre de compagnie, puis tout ça. Puis en vrai, je sais jamais c'est quoi que je pense de tout ça, man. Le nombre de fois qui ont dit le crédit multimédia est trop généreux, ça devrait pas être les Ubisoft de ce monde qui en profitent, ça devrait être les petits. Puis là, finalement, il y a de la représentation qui est faite, puis il y a rien qui change. Quand on dit représentation, Tom, c'est genre du lobbyisme un peu, genre? Du lobbyisme. De certains groupes. Exact. Je pense que d'un point de vue lobby, c'est pas comme les États-Unis au Canada, mais il y a quand même de la représentation qui se fait, là. Tu viens de défendre, tu dis, si vous nous coupez 30% de ce que vous nous donnez pour financer notre staff, il va falloir faire des mises à pied. Il va falloir faire, puis là, le gouvernement fait comme, des mises à pied, c'est moins intéressant, puis là, ils changent leur fusil d'épaule. Fait qu'on le sait pas. On sait pas. Avant que ça soit concret, on se garde une réserve. Puis ton pro-tip là, de comptable, CFO, whatever, que tu pourrais être pour quelqu'un, ce serait de dire, genre, I guess, assure-toi que ta marge est plus que... Oui, ou que tu aies un plan un wartime plan pour ça. Ouais. C'est un peu comme, c'est un événement un peu comme la COVID, c'est un événement, puis là, c'est un peu prédictible. Tu sais que tu vas être amputé de 30%. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ouais. C'est quoi? Pas juste prier que la représentation fasse en sorte que ça go away. Man. Exact. OK, gotcha. Tu m'avais déjà parlé de l'importance, mettons, de la vitesse d'encaissement côté service, puis t'en as parlé un petit peu. Tantôt, genre que, tu sais, t'es payable, t'es à recevoir, ça peut make or break carrément ta compagnie. Fait que j'ai des questions de noob par rapport à ça. Je veux juste les poser. C'est bon? C'est quoi les normes ou les timelines pour relancer, avertir, arrêter du service si t'es pas payé? Une bouche fermée ne se fait pas nourrir. C'est que it's closed mouth don't get feed, je pense en anglais. C'est que généralement, les entreprises vont payer selon une ordre de priorité les gens qui sont le plus utiles à leur entreprise, donc qui veulent pas perdre, et les gens qui parlent le plus fort. Il y a comme une hiérarchie. Il y a comme une hiérarchie. Comme c'est quel qui est sur la pile, parce que mettons que tu as 100 000 dans ton compte en banque, puis tu as 200 000 à payer, tu vas choisir qui tu payes. Puis évidemment, c'est la personne qui crie le plus fort qui va être payée en premier. Comme dans une portée d'oisillon, c'est la même chose. Fait que... quand est-ce que tu cries, genre? La réponse, c'est presque tout le temps. Dans le sens qu'il y a un avantage à faire des relances, à être très tête là-dessus, parce que je vois des entreprises parfois qui vont aller chercher du financement ou qui se disent hey, j'ai l'impression que je fais du surplace. Non, tu fais du profit, c'est juste que ton profit est gelé dans tes comptes recevables. Fait que si tu descendais de 48 jours à 36 ou 32 jours, soudainement, ta situation financière exacte serait très différente. Fait que il faut une bonne hygiène, des rappels automatiques, avoir quelqu'un de responsable dans l'équipe avec une métrique pour cette personne-là. Il y a du monde qui met ça dans leur dashboard tout simplement. Là. Dans une entreprise de service, c'est vraiment utile. Là, de dire, OK, j'ai un tableau de bord, les comptes recevables font partie de mon tableau de bord.
Puis il y a quelqu'un, mon contrôleur ou mon comptable, est responsable de ce chiffre-là. S'il est en haut de 35, c'est un danger. S'il y a quelqu'un qui est en haut de 60 jours... Parce que ce qui est pire pour une entreprise de service, ce qui est pire que de ne pas avoir de clients, c'est d'avoir un client, de faire le travail, puis il y a un client qui ne paye pas. Ouais. Parce que tu as engagé tous tes frais, puis à la fin, tu es comme, je peux même pas payer mon monde. Fait que la différence encore entre le service et le produit tu es prépayé. Donc, tu n'as presque aucun risque de crédit, à moins que tu sois sur des gros comptes avec une entreprise de produits, tandis que dans une entreprise de service, c'est pas mal inversé. Tu en as pas mal plus. Puis, mettons que je pousse un petit peu plus loin, pratico-pratique, tu offres un net 15, un net 30 comme compagnie de service? Qu'est-ce que tu offres? Les pratiques d'industrie, c'est net 30. Okay. Selon ton facteur, mettons les avocats, c'est connu qu'ils acceptent de se faire payer très tard. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Fait qu'ils se disent, regarde, ça fait partie de mon modèle d'affaires. Je suggère, moi, d'aller négocier les termes les plus courts possibles. Ça fait partie, au même titre que le prix, fait partie de ta négociation avec ton client. Ouais. Ça devrait faire partie des termes de paiement, parce que sinon, il faut que tu finances ça d'une certaine manière. Ouais. Fait que si un client est prêt à te prépayer, normalement, tu pourrais lui donner un discount comme un produit. Mm-hmm. Ah, tu me prépaies annuellement, mais je te donne un 20%. Pourquoi? Parce que cet argent-là, je peux l'utiliser pour faire d'autres bébés. Fait que il y a des avantages. Puis cette notion-là dans la caisse doit être bien comprise. Ouais. Puis les rappels ensuite, là, c'est aux semaines, genre que ton système comptable peut envoyer ça de façon automatique? Oui, mais ça, je pense que c'est bien d'avoir des rappels de système comptable, mais ça... Un rappel humain. Exact. Tu as besoin d'avoir un système de gradation ascendante avec une progression qui est quand même claire. Okay. À partir de combien de jours, ça doit être un humain qui appelle? Ouais. À partir de combien de jours, ça doit dire je mets mon pied à terre puis j'arrête? Ouais. Mais ça doit faire partie de la compréhension de tout le monde dans l'équipe. Là. Ouais. Non seulement de ceux qui livrent, mais aussi du fondateur qui parfois, des fois, il faut que tu appelles les gros comptes pour dire regarde, là, tu payes ou sinon c'est fini. Ou pas nécessairement d'être antagoniste de même, parce que souvent, c'est même pas c'est un problème conjoncturel de l'autre part, de dire, OK, mais quelle entente on peut prendre? Fait que ça fait partie, malheureusement, des bonnes pratiques à faire. Puis quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour ça, puis les wartime CEO sont peut-être pas là-dedans, mais quelqu'un qui entretient son jardin doit entretenir ses comptes clients. Ouais. Ça fait partie des mauvaises herbes. Fait que si tu laisses les mauvaises herbes trop pousser, finalement, ça étouffe ta business. Là. C'est extrêmement intéressant. Puis au niveau du produit, nous autres, à l'époque, avec Snip, je me rappelle un moment donné, tu sais, on n'avait pas nécessairement de catch ou de guardrails sur si ta carte de crédit passait plus, tu pouvais avoir accès au produit encore vraiment longtemps. Mm-hmm. Un paquet d'affaires de même. T'as-tu vu au niveau SaaS, genre des pratiques pertinentes de dire hey man, ça passe pas, on t'envoie un warning automatiquement 7 jours après, t'as un autre warning, après ça, le service est plus accessible, genre? Ou... Oui, ça se voit souvent. Je pense que d'avoir des rappels, après ça, dire, tu sais, ça arrive aussi quand tu augmentes ton nombre de sites. Il y a des gens il y a des entreprises de SaaS qui sont pas très bons tu sais, qu'il y a des downgrades puis des upgrades. Mais ça s'automatise quand même bien. Ouais. Puis à la fin, tu devrais avoir dans ton workflow un moment où est-ce que si ça se règle pas, tu as un représentant qui les appelle. Là. OK. Tu sais, quand tu conseilles une startup tech, mettons, qui développe un produit, dépendamment du niveau de complexité du produit, ça se peut qu'il y ait de la job un petit peu plus de bras côté intégration de ce produit-là dans la compagnie cliente. Comment tu dis au monde de biller ça? Comment tu les conseilles par rapport à facturer ça, genre, faire du cash avec ça? Encore là, c'est un couteau à double tranchant. OK. Je vais t'expliquer un peu la théorie. Souvent, les entreprises de technologiques vont être évaluées sur leur revenu récurrent. Ouais. Donc, on a toujours un avantage, si on va lever de l'argent, de transformer le maximum de trucs en revenu récurrent. Ouais. Une intégration peut faire partie de ça. Tu peux te dire, je te charge 100 000 upfront, puis après ça, 10 000 par mois, ou je te lisse sur ton abonnement, puis je viens augmenter mon MRR, ARR, puis après ça, je peux de l'autre côté aller me chercher du financement, je peux de l'autre aller augmenter la dette. Mais encore là, il faut avoir une très bonne compréhension de ça parce que je te donne... Puis plus le client est enterprise grade, ce qui veut dire plus
les dollars sont importants, moins ils sont à l'aise de ne pas juste payer pour le service puis de l'avoir lissé, puis de justifier ça. Fait que parfois, il y a un avantage à juste te charger puis de dire, OK, ben je vais prendre cet argent-là puis je vais aller chercher d'autres ventes. Okay. Mais généralement, d'un point de vue évaluation pure, ma recommandation, mettons, sans avoir tous les détails, serait de dire, essaye de le mettre dans du récurrent parce que, peut-être qu'après 2 ans, 3 ans, ça va être oublié puis tu vas pouvoir revoir ça ou ça va faire partie de ton client est sticky. Donc là, tu vas faire partie de ton revenu récurrent. Ou, mais en fait, exact, valorisation, ça va te booster, c'est ça. Ouais. J'avoue, dude. Je suis curieux, par exemple, tu sais, genre, pas règle de pouce, mais au pif, ce que je voulais dire, c'est genre, dans toutes les SaaS que vous servez, as-tu l'impression que de l'intégration d'un software dans une compagnie cliente, c'est souvent une partie importante du revenu, genre? Plus ton client est mature et plus les gros, si c'est gouvernemental, enterprise grade, plus tu vas avoir ça. Parce que souvent, il faut que tu l'intègres à plein de systèmes. Puis, ils ont la capacité de payer pour justifier une intégration. Tandis que quand tu es plus dans du, mettons, moins de 100 employés, moins de 50 employés, je peux donner l'exemple d'Agendrix, par exemple. Ouais. Agendrix, s'ils venaient faire une intégration chez des clients de moins de 35 pour venir, ça ne marcherait pas. Fait qu'ils ont un onboarding flow qui fait que tu es capable tout seul de le faire. Fait qu'il n'y a pas de frais d'intégration, puis je pense même pas qu'ils l'offrent. Mais il y a des entreprises qui font de la même chose qu'eux autres, qui se disent « Ah non, moi, je vise un client qui est un peu plus complexe. Puis eux autres, je vais leur charger l'intégration, puis mon MRR va être plus élevé. » Fait que je pense que souvent, la charge d'intégration va venir avec le type de client que tu vas avoir. 100%. Puis pour recentrer sur ma question, si tu avais à prendre un guess dans la clientèle du chiffre, un split entre du self-serve, mostly self-serve, puis genre de la conciergerie, de l'intégration, du onboarding plus manuel. La question que tu es en train de me poser, c'est sensiblement dans tes clients de B2B SaaS qui sert les PME et qui sert les... Mais en fait, c'est parce que c'est ça la réponse. Ouais. En fait, plus... T'as-tu une réponse? Ça doit être 70% pas d'intégration, 30% d'intégration à peu près. Gotcha. Fait c'est bon. Il y a... c'est encore là un danger, je crois, de voir d'être dans du enterprise grade puis de dire non, j'aimerais ça que ça soit plus produit, puis venir subventionner les intégrations puis dire non, finalement, parce que je veux dans mon 10e client, ça va être correct, puis je l'ai fait. Mais en vérité, plus que l'entreprise est grosse, plus que ses demandes sont grandes, puis plus qu'ils sont prêts à te payer pour ça, anyway, ça. Make sense, man. Tantôt, up top, là, au début de la conversation, tu as comme mentionné le fait que l'intelligence artificielle, que ce soit le generative AI ou le agentic un peu AI, peut avoir un impact sur les travaux les jobs de collet blanc, un peu, là, les knowledge workers. Je pense qu'au chiffre, il y en a beaucoup. Ça, des knowledge workers, puis ce type de travail-là. Ouais. Comment tu feels ça? Est-ce que tu fais des moves par rapport à ça? Parle-moi de ça. Notre réalité d'entreprise de service est vraiment différente de celle d'une entreprise de produits. Ce qui veut dire que si demain matin, on avait un enjeu qui était réglé, puis où on faisait le développement logiciel de notre côté, puis on trouvait un avantage par rapport à l'IA, ce qui arrive, c'est que notre capacité de distribution est limitée. Donc, on ne serait pas capable d'en profiter de façon, de grande façon. Dans le fond, notre avantage serait très, très de courte durée parce que après ça, tout le monde trouverait les mêmes chemins puis on serait capable de faire ça. Fait que nous, on est dans une position en ce moment vraiment d'attente. Parce que on attend les fournisseurs pour nous dire, OK, ben quel problème on peut régler pour vous. Puis souvent, c'est drôle parce que les fournisseurs sont comme, ils nous regardent puis sont comme, hey, as-tu des problèmes à régler chez des nouvelles capacités techniques? Puis, dans le fond... Un fournisseur pourrait être un Xero, là. Ici. Exact. Mais eux autres, ils veulent Xero, des plus petites tailles. En ce moment, on essaie de voir à quel point l'IA peut avoir un impact sur les finances. Pour l'instant, ça fait des choses qu'on fait déjà. Dire qu'on est capable de faire de l'OCR de meilleure façon. On avait déjà de la technologie d'OCR. Explique c'est quoi OCR? Optical Character Recognition. Mettons, tu prends un PDF, tu shoots en... Next. Ouais, exact. Ça existait avant. Même chose pour la classification de dépenses. Fait que là, après ça, c'est au niveau du... C'est sûr qu'on l'utilise d'un point de vue assistant conseil. On a un agent qui vient nous aider. Regarde,
j'ai cet enjeu-là. Est-ce que tu peux me dire, un peu comme un dev senior utilise l'AI, on va dire, toi, qu'est-ce que tu penses de cet enjeu-là? Puis là, toi, avec l'expérience de comptable que tu as, tu dis, OK, ça, t'as raison, ça, t'as pas raison. Ça, c'est. Puis sûrement qu'il y a des clients qui le font de l'autre côté puis qui nous envoient des questions en disant, hey, est-ce que mon agent a raison? Ouais, moi, je l'ai fait, ça, un peu. Exact. Mais ça, on le voit d'un point de vue légal, on le voit d'un point de vue comptable. Fait que c'est sûr que l'impact des LLM sur le conseil est déjà grand. Après ça, la plupart des modèles sont entraînés sur du texte, puis pas vraiment sur de la donnée financière. Le jour que la majorité de tes tokens ou la majorité de ton entraînement est sur des bases de données financières, comme Stripe le fait un peu de leur côté. Stripe l'ont fait pour la gestion de risque. Ils ont des super grosses bases de données. Fait qu'ils ont entraîné des modèles sur leur base de données, non sur du texte. Et après ça, ça leur donne une meilleure compréhension. Là, en ce moment, ce que les LLM peuvent faire, c'est qu'on leur donne plein de contextes puis ils nous sortent quelque chose. Mais encore là, ils sont pas très bons pour lire à travers la donnée financière de façon... Puis, un autre point de vue un peu privilégié que vous avez au chiffre, c'est de voir ce qui se passe un peu dans les dépenses des SaaS au Québec. Sans être trop granulaire, as-tu le feeling ou même la preuve que les dépenses en salaire en développement, en développeur descendent, mettons? Il y a eu, je sais pas c'est quand exactement, mais c'est peut-être 2-3 ans, il y a eu une vague de coupe dans le SaaS qui n'était pas nécessairement liée à l'AI, qui était plus liée au fait que... Conjoncturel, exact. Les financements étaient plus tough. Alors, soudainement, l'argent est moins gratuit. Le profit est plus important que la croissance. Donc, il y a des mises à pied puis ont été faites il y a plus longtemps. Je pense pas que c'est l'AI qui a vraiment amené à ça. Cela dit, moi, ce que je comprends puis ce que je vois, c'est qu'ils sont juste capables d'en faire plus avec moins. Aussi, un petit peu moins d'embauche de stagiaires et de juniors. Fait que ça aussi, on le voit là, Ouais, c'est vraiment fucked up, je vais le dire en peu de temps, hopefully, mais genre, dans le fond, les seniors et intermédiaires avancés de ce monde ont dû cruncher à travers, se casser les dents, faire des tâches manuelles par rapport au code pour être assez bons, pour encadrer et guider un agent ou un assistant AI aujourd'hui. Fait que ce que ça fait, c'est que là, on a plus de productivité avec ce monde-là, fait qu'on a moins besoin d'engager des stagiaires et des juniors. Mais la loupe de genre, ces stagiaires et ces juniors-là, si eux autres, ils se cassent pas les dents, ils ont pas l'expérience, ils ont pas le temps pour apprendre, ben, il y a comme une partie de notre workforce future qu'on est en train de comme fuck up un peu. Genre, exact. Right? Qu'est-ce qui va se passer avec eux autres, tu sais? C'est comme apprendre à lire et écrire. Et voilà. Mais on vit la même chose d'un point de vue comptable. I guess, Dans le sens que si le LLM nous régurgite quelque chose, du conseil, puis que t'as pas d'expérience, c'est difficile de dire... Est-ce que c'est en train d'halluciner? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est synthétisé? Parce que souvent, ça va pitcher partout. Puis, fait que ton expérience te permet de dire, OK, ça, c'est intéressant. Ça l'est moins. Ça, je vais l'écouter. Ça, c'est pas pertinent pantoute. Mais ça, c'est sur l'expérience. Puis c'est basé sur le fait que tu t'es cassé les dents un peu. Là. Ouais. Fait que, je pense que ces tracks-là, soit dans nos entreprises ou dans notre système d'éducation, on va devoir créer des tracks de cassage de dents en sachant pertinemment que c'est pas productif et rentable tout de suite, mais que ça va créer des ressources pour des personnes qui vont l'être productives avec l'AI après. Parce que je suis comme... Mais ça revient à des écoles de pensée qui disent est-ce que tu as le droit d'avoir une calculatrice pour faire de faire des maths? Est-ce que tu devrais avoir le meilleur outil disponible parce qu'à la fin, c'est ça, je veux dire, l'être humain. Fait que je pense qu'il y a différentes écoles de pensée là-dedans. Je sais même pas dans laquelle je me situe, là. Ouais. Je sais pas non plus, j'ai pas assez réfléchi, fait que je vais move on. Y a-t-il des nouveautés ou ben des trucs intéressants qui s'en viennent aux chiffres que tu as le goût de parler ou en ce moment, pas nécessairement? On embauche toujours, on cherche des conseillers, on prend tout le temps des clients technologiques, on cherche toujours à approfondir notre compréhension, notre connaissance, puis d'avoir encore plus d'impact sur les entreprises technologiques au Québec. Fait que oui, le chiffre pour les entreprises technologiques, services professionnels, surtout aussi en développement logiciel, % pour tout le reste des industries, mais on a une spécialité en centre sportif. Puis si vous voulez jouer au pickleball, et le centre pickle dans Schlager. Cool. Là, j'ai l'impression que je t'ai mal lobé la question, là, parce que ça faisait un peu comme si c'était tes shameless plugs. Okay, exact. Mais c'est correct, ils vont avoir été faits, bro. Les shameless plugs vont avoir été parfaitement faits, man. Parce qu'il m'en reste une coupe qui m'intéresse vraiment avant de te laisser aller, man. Puis, vas-y. OK. Fait
il y a quelques mois sur LinkedIn, tu as fait un post qui m'a vraiment resté dans la tête, man. Grosso modo, tu disais que tu voyais pas le point d'écrire puis de partager du contenu dans un moment où géopolitiquement et même technologiquement, ça brassait tellement dans le monde que tu étais comme, ça vaut vraiment la peine que j'aille te donner des conseils sur tes finances puis ta business à ce moment-là. Puis en même temps, tu semblais dire que tu avais eu une période un petit peu plus noire en dedans à ce moment-là, genre, fait que ça jouait peut-être sur ton cynisme ou ton détachement par rapport à genre être vocal sur les médias sociaux, whatever. Ma première question, c'est cette période-là, peut-être un peu plus difficile, t'es-tu sorti de ça? T'es-tu encore là-dedans? Comment tu veux en parler ou pas? Ouais. Là, on dirait que j'ai réussi à me couper assez de Twitter puis pour pas avoir l'esprit capturé par tout ce qui est pas sur quoi j'ai pas de contrôle. Fait que ça, je pense que cette partie-là est réglée. Ouais. Cela dit, pour écrire, pour ma part, j'ai besoin d'avoir le sentiment que ce que j'ai à dire est pertinent puis est intéressant. Puis on dirait qu'en ce moment, il y a des phases comme ça où est-ce que j'ai peut-être parce que je pratique un peu moins, là, je suis dans d'autres projets, etc., j'ai moins de choses à dire. Est-ce que ça va revenir? Je ne sais même pas. Okay. Je pensais que c'était un puits intarissable, mais finalement, il y a comme... Il y a un fond, là. Puis on dirait que quand je regarde LinkedIn en ce moment, je suis comme je trouve pas ça intéressant. Tu sais, j'ai pas. Pendant 2 ans, j'ai été très, très, très productif là-dessus. Mais je cherche. Mais en même temps, dans des cycles d'entrepreneuriat ou puis des cycles de vie, tu as différents moments. Différentes saisons. Puis on dirait que je suis pas dans une saison d'écriture. Ouais. Fair enough. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, man. Mon psy me dirait arrête d'en rajouter des histoires par-dessus, là, des fois. T'as dû voir pas mal de chicanes de co-founders dans ton parcours, que ce soit via le chiffre ou toi, t'en as peut-être vécu des chicanes de co-founders. T'as-tu des trucs ou des manières pour régler ça ou approcher du beef ou des agreements entre co-founders? Ouais. J'ai eu beaucoup de succès avec certains cofondateurs, mon partenaire Jean-Gab, Marie, puis j'ai eu beaucoup d'insuccès avec d'autres cofondateurs. Je crois que... T'es non -table. Exact. On va s'épargner ça, là, ma blonde. C'est un peu cliché à dire, là, mais être en bonne affaire, c'est un peu comme un contrat de mariage. Fait que c'est quand même important de se comprendre. Puis souvent, l'échec de mariage n'est pas nécessairement lié à ton partenaire, mais plus lié à toi. Comme les gens qui se séparent, oui, c'est parfois le partenaire le problème, mais la plupart du temps, c'est du monde qui vont se séparer à répétition. Là. Donc, ou 2, 3 fois. Donc, on peut vraiment seulement travailler sur soi puis son 70% à faire. Quand je dis 70%, c'est comme dans un couple. Ce que tu vois que l'autre accomplit, c'est pas... c'est vraiment une petite partie. Fait que souvent, tu as l'impression, elle dit hey, moi, j'en fais tellement dans cette relation-là ou dans cette business-là, puis l'autre, il est en train de jouer au golf encore, puis tu sais... mais en réalité, tu te concentres d'en donner plus, d'être généreux, puis généralement, ton couple ou tes affaires vont bien aller. Puis c'est un peu l'approche qu'on a eue, puis qui nous donne beaucoup de succès à Jean-Gab et moi. C'est d'être très, très, très généreux. Après ça, ça arrive de pas s'entendre, puis c'est souvent parce que on vit dans un monde que l'entrepreneuriat ou bien même le travail, c'est comme ça qu'on se réalise. On s'identifie beaucoup à ça, puis ça évolue avec le temps. Comme dans un couple, les gens évoluent. Fait que nous, on fait un exercice, moi et Jean-Gab, dans notre partenariat, où est-ce que on arrête de parler de business, puis on parle vraiment de nous, à quoi ça sert le chiffre, à quoi ça sert cette business-là pour nous, puis comment ça a évolué. Puis si on n'est pas capable de trouver une entente là-dedans, ça sert à rien de parler du reste. Fait parce qu'on peut bien parler on fait-tu de la croissance, on prend ce client-là, on ouvre tout ce service-là, mais s'il y en a un qui se dit hey, moi, c'est une plateforme que je veux juste voir mon chiffre monter, puis c'est ça qui m'excite, puis ça m'occupe, puis c'est le fun. Puis l'autre dit mais moi, je veux juste coaster un peu plus, puis profiter de la vie. Mais il faut avoir ces discussions-là. Donc, comme un mariage, il faut vraiment, vraiment avoir les discussions. Tu les ritualises? C'est quoi la fréquence? Oui. Nous autres, avant même notre exercice stratégique business, on a un exercice stratégique personnel. Okay. Dans le sens, c'est quoi nos objectifs personnels? C'est quoi qu'on veut réaliser dans nos vies? Est-ce que l'autre va contribuer à ça ou non? C'est annuel, ça? Ou... Annuel, okay. Oui. C'est important. En fait, la cascade stratégique, on part, nous, en tant que cofondateurs, qu'est-ce qu'on veut?
Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on veut pour la business? Ouais. Après ça, une équipe de direction, puis ça cascade comme ça. Ouais, c'est drôle. Je parlais avec Raph Paquin, je suis allé manger chez eux, Sick Dude, puis on parlait d'un founder mettons, dans une autre industrie que SaaS, là, puis tout son board of advisors disait au founder, genre, yo man, stratégiquement, là, le prochain move, là, le prochain marché à aller capturer, c'est le rest of Canada, là, le Canada anglophone, genre. Puis lui il disait, ouais, mais moi, là, comme founder, ce que j'ai envie, là, c'est d'avoir un pied à terre en Europe francophone. C'est d'ouvrir un bureau là-bas, de voyager là-bas. Puis même si mes marges ou ma growth est moins bonne là, c'est ça que j'ai le goût de vivre, moi. T'sais. Puis il a fait sa shot, il a collé sa shot parce que lui, c'était ça. Fait que de partir de c'est quoi ta motivation et ton intention comme personne, parce que c'est ça, là, la business, ça sert à genre vivre la vie que tu veux vivre, là, puis de développer. Puis pas de partir à genre, c'est quoi l'opportunité de business pure et dure. Moi, en tout cas, ça m'a rejoint beaucoup, beaucoup. Exact. Puis ça, une fois que tu as du capital de risque sur ta cap table ou plusieurs investisseurs, tu peux plus vraiment faire cet exercice-là où c'est plus difficile. Ouais. Parce que là, les gens qui ont cru en toi vont te dire, puis tu dis ça, font comme, non, je veux dire, c'était pas ça la thèse initiale. Ouais. Comment ça fait que tu changes ton fusil d'épaule? Ouais. Fait qu'il y a vraiment cette question-là à se poser avant de dire, je vais accepter du capital. 100%. Parce que après ça, t'es rendu là, puis t'es plus aussi libre que tu l'étais avant. Puis si c'était ça ton ambition au départ, puis t'es prête à dire, moi, je vais donner 10 ans de ma vie pour amener ce projet-là le plus loin possible. Puis tu sais, j'écoutais le CEO de Whole Foods qui était pas en phase avec ses cofondateurs parce que lui, c'est ça qu'il voulait faire. Mais c'est ça. Dans le fond, toi, tu veux faire monter ton chiffre, puis tu veux dire, je vais avoir le maximum d'impact, puis je vais embarquer du monde avec moi, puis ça va être ça. Mais il faut que tu le saches. Puis si à un moment donné, ça change, ben sûrement, il faut falloir que tu débarques. Parce que tu peux pas rester dans une machine qui veut croître autant que quand tu as plusieurs personnes qui ont investi en toi. Qui ont du skin in the game là-dedans, ouais. Non, c'est vraiment intéressant, l'autre. Écoute, toi puis moi, on a eu une brève conversation, je pense, juste virtuelle sur la délégation. À un moment donné, j'étais comme, yo, Tom, tu sais, je sais que toi, t'as expérimenté avec VA, donc Virtual Assistance ou EA, Executive Assistance, ou ce genre de truc-là. Tu m'as envoyé un épisode de pod vraiment sick qui était c'était-tu sur le pod de Tim Ferriss? Oui. Avec le founder d'une business de sucre. Non, c'est... Levels? Non, c'est pas Levels, c'est... Je pense que oui. Ouais, OK, ouais. Puis en tout cas, lui, il fait un masterclass de délégation avec Loom, puis comment il fait ça, puis tout ça. Puis récemment, j'ai fait une embauche personnelle, où est-ce que la personne fait charge de projet, mais aussi un peu EA, là, Executive Assistant de la boîte à courriel, puis le calendrier de Frank, puis mon Dieu Seigneur, ça fait du bien d'autres. Sacrément. Fait que, sachant ça, j'ai le goût d'explorer deux trucs. Parce que toi, t'as leveragé ces services-là, mais t'es aussi quand même pas calé, mais je veux dire, tu joues avec l'AI, avec différents tools. T'as-tu vu des manières d'utiliser l'AI et non nécessairement des personnes pour déléguer un type de tâche ou de projet à date, ou t'as pas fucké around avec ça? Mon utilisation quotidienne de l'AI fait que je pense que j'augmente ma capacité à résoudre des problèmes. Donc, ça veut dire que, de base, j'utilise Whisper AI, j'utilise LLM pour quand j'ai des questions que je me dis j'ai besoin d'un conseil rapide, puis j'ai pas nécessairement accès à cette expertise-là. Souvent, comme tout le monde. Whisper, c'est... Whisper, c'est, je veux dire, pour écrire plus vite. Donc, je dicte. Ouais, je dicte. Je fais de dictation. Fait que ça fait que je suis plus productif. Ouais. Est-ce que j'ai remplacé du staff par des agents ou pas encore. Puis ce qui arrive, c'est que plutôt les gens dans ma boîte utilisent des AI pour s'augmenter eux-mêmes. Fait que même si on parle d'assistants exécutifs ou d'assistants virtuels, ben au niveau de leur capacité à comprendre le français ou à utiliser le français ou à comprendre les contextes ou eux autres utilisent des AI puis ça les agrandit, ça les améliore. Tu les forces à l'utiliser, c'est un des trucs auxquels je réfléchis ce temps-ci. C'est drôle parce que j'ai une conversation à avoir après le pod pour justement dire, OK, ben comment est-ce qu'on outille plus les personnes? Parce qu'à partir du moment qu'on se dit... Parce que j'ai gossé un peu sur LibreChat, qui est comme une intégration par API avec... bref, je voulais faire de quoi pour notre boîte, puis ma conclusion, c'est comme, on va attendre que les fournisseurs le fassent parce que c'est trop de temps, c'est trop d'énergie pour développer une solution custom. Intéressant.
Alors, puis là, je reviens à la base de dire, OK, mais avec ce qui est existant, comment est-ce que mes gens l'utilisent plus comme un système d'opération dans un environnement qui est sécuritaire, puis c'est plus là qu'on va miser. Donc, nous, ça va vraiment être sur la formation, puis dire, OK, comment est-ce que les comptables ou les gens ou les conseillers sont capables d'utiliser l'IA, puis comprennent les limitations pour augmenter leur travail. Fait que t'as pas encore nécessairement joué avec des use cases peut-être un petit peu plus minces ou étroits de, mettons, je vais avoir un agent qui roule pour filtrer ma boîte courriel, puis je parle d'un agent AI, là, filtrer ma boîte de courriel, booker des meetings dans mon calendrier, tout ça. Parce que je sais que j'ai essayé de fuck around un peu avec ça. Il y a des affaires intéressantes, puis tout, mais... vu qu'on a déjà réglé cet enjeu-là avec l'assistance exécutive, l'assistance virtuelle, c'est ça. on sent moins ce besoin-là. L'humain a quand même une finesse que l'IA n'a pas encore en ce moment. Puis multi-contexte, catch tous les contextes. Exact. Fait en ce moment, on se dit, ces personnes-là qui font ça, eux autres utilisent l'IA pour faire mieux leur job. Fait que, pour l'instant, ça n'a pas été un besoin criant. Encore là, on reste ouvert, mais c'est pas... mon impression, c'est que ça va changer beaucoup dans les prochaines années, mais qu'on n'a pas besoin d'être excessivement pressé. Puis si on pourrait revenir aux conjonctures, aux problèmes, aux situations macro plus rough, peut-être que là, il va y avoir une pression économique qui va être mise sur certaines compagnies, puis tu vas dire, OK, là, j'aime plein de gens, mais il y a une subset de tasks que peut-être que c'est mieux que ce soit des agents IA qui fassent pour ma business si ta business est dans la merde. Je sais pas, là. Exact. Puis même, nous, notre capacité à gagner en tant qu'entreprise de service, on la détermine plus dans notre capacité de distribution que dans notre capacité à réduire nos coûts avec de l'IA. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va, dans le service, qui va se créer un avantage durable, qui va dire, hey, moi, j'ai un secret que personne ne peut répliquer. Mon impression, c'est qu'à partir du moment que ça s'est ouvert, tout le monde va y avoir accès. Fait brand, marketing, ça reste important pour vous autres. Exact, parce que c'est tout ce qui reste à la fin. Fait que vous allez renouveler l'année prochaine, ça se passe. C'était tout le pod, c'était genre... Exact, c'est tout pour ça. I'm fucking around. Mais c'est vraiment intéressant, dude. Vraiment intéressant comme take. OK, on s'en va vers notre closing. Penses-tu que c'est un énoncé probable de dire qu'on bouge vers une économie de savoir, vers une économie d'allocation? Tu parles d'avoir tes gens qui utilisent les AI pour s'augmenter eux autres mêmes. J'ai l'impression qu'un ou une manager, souvent, son skill set puis son levier qu'elle va tirer, c'est OK, j'ai des personnes, j'ai du budget, j'ai des outils technologiques. Comment je vais déployer ces ressources-là pour régler des problèmes, générer de la valeur? Puis avec les AI, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. C'est pas nécessairement comment moi je vais taper ou créer quelque chose, c'est plus quels agents AI, quels outils je vais utiliser, quelles automations je vais faire pour que la valeur se crée. Fait que le thinking managérial de gérer les ressources et les envoyer aux bons endroits, as-tu l'impression que ça va prendre plus de place versus juste être capable de faire la chose, mettons? Je pense que c'est une tendance qui est vraie depuis... forever. Quasiment millénaire ou plus, là, dans le sens que... C'est pas un hot take. Non, mais je sais pas si c'est un hot take, mais la façon d'avoir du levier, c'est de faire de l'attribution. Donc, oui, en tant que d'avoir une bonne expertise de savoir, ça te permet de bien gagner sa vie, mais tu es toujours limité par ta capacité à produire. La vraie richesse se crée dans l'attribution. Dans l'attribution, la délégation, tu veux dire? Tu parlais justement dans la délégation, dans l'attribution de ressources, l'attribution de dire, j'organise, je fais. C'est là que le plus de valeur ou le plus de levier est créé. Fait que, oui, ça va aller plus. Je pense que ça va juste accélérer, en fait. Intéressant. Toi, en termes de tools que tu utilises AI, es-tu un ChatGPT guy, un Claude guy, un Gemini guy? Ou... Tu essaies des choses, puis tu reviens tout le temps à ChatGPT, j'ai l'impression, là, parce qu'il est quand même assez versatile. Puis le temps que tu gosses à faire tes tests, puis à te dire, il serait-tu mieux avec ça? Puis je vais le rouler sur des multi-agents, je vais faire l'arbitrage de qui a raison. Je fais comme, OK, je vais juste le passer à ChatGPT, puis ça va être suffisant. Tu payes-tu pour le gros plan? Oui. Ouais. Quel modèle tu utilises le plus ces temps-ci? O3, 4. J'aime les thinking models juste pour... ça dépend, dans le fond, mais oui, c'est les 4 puis O3, je pense. 4 puis O3, dépendamment de la sévérité, de complexité de la tâche. Exact. C'est pour des recettes de cuisine, ça va être 4 puis si t'as O3, c'est plus pour des trucs je connais pas tant. Comment me préparer pour le pod avec Frank? Exact. J'essaie, en fait, pour tout ce qui est créatif, j'essaie de l'éviter au départ. Je veux pas que ça devienne une béquille, non seulement pour l'écriture, mais j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, tu pourrais utiliser justement l'IA pour faire toutes tes publications LinkedIn. Je suis comme, si je fais ça, je suis
je fais partie de tous ceux qui le font déjà. Ouais. On dirait que, tu sais, même si tu... puis... moi, je te file. Ouais. Moi, tout souvent, moi, je scaffold mon écriture avec l'IA. Puis moi, je fais des éditoriales, là, fait qu'ils sont un peu plus longs qu'un post LinkedIn, souvent. Ouais. Fait que je scaffold la structure, à peu près, ça va être quoi, puis tout. Puis souvent, mettons, ça finit que l'intro en tant que telle, là, la preview que je fais d'autres est toute manuelle, là, est handcrafted, parce que je suis comme, c'est jamais, puis je le file avec toutes mes autres infolettes, là, j'ai un projet avec le contexte, il est ragué, tout ça. Puis à chaque fois, je suis comme, ah man, c'est comme pas full moi à 100%, mais il y a une coupe de phrases, puis de structures, puis de paragraphes dans une infolette, mettons, que, man, c'est Claude, mettons, puis je vais être comme, ouais, ça, je suis pas mal good pour laisser ça as is, mais je repasse sur la majorité du stock. Mais moi, j'augmente mon écriture dans le sens que je fais mon premier jet, puis après ça, je vais avoir l'IA qui va peut-être me faire des suggestions. Gotcha. Mais je trouve que le spark initial, c'est exact. Genre, ça doit venir de moi parce que sinon, je trouve... En fait, aussi, en tant qu'auditeur ou en tant que lecteur, je trouverais que c'est un manque de respect pour moi. Puis c'est comme quand tu essaies un nouveau produit, puis là, c'est l'IA qui te parle au téléphone ou qui te parle, mais t'es comme, hey, c'est un manque de respect envers mon humanité. Fait que c'est la même chose quand j'écris quelque chose. Comme, mais moi, l'idée initiale, c'est toujours genre dans une conversation voice où genre je tape sur une note, puis après ça, je pars de ça. Puis là, je travaille. D'ailleurs, tu utilises voice pas mal, toi, le voice mode de ChatGPT maintenant? Beaucoup plus que je l'aurais pensé. Ouais. C'est drôle parce que je lisais dans le temps, les enfants vont utiliser vocal plus qu'écriture. Puis j'étais comme, c'est de la bullshit, j'aime ça écrire. Puis là, depuis que c'est rendu vraiment bon, je fais juste ça. Fait que je suis à mon bureau, puis là, le monde m'entend chuchoter constamment. Là, fait que c'est weird, mais c'est rendu ça. Là. All right, man. Y a-tu d'autres outils, des SaaS qui te font triper ou d'autres apps qui te font triper ces temps-ci, ou t'en as mentionné quand même une couple, Whisper AI? Ouais. Non, pas notable. Make sense. OK, dernière question avant les shameless plugs qu'on a déjà faites. Ouais. Fait que, I guess, dernière question. Si je te demandais de te décrire comme personne sans pouvoir parler du travail et de ta carrière, tu me dirais quoi, man? C'est drôle, parce que je me suis dit, il faudrait que je sois capable de répondre à cette question-là. Puis c'est tellement difficile de se sortir de soi-même pour dire, sans justement être dans le pur narcissisme. Fait que je trouve ça dur. Quand je me regarde de haut, puis l'image que je préfère de moi, c'est moi dans l'œil du cyclone qui rit, ou c'est ça je pense, il y a comme tout en vol, puis il y a juste moi qui est comme pas le magicien, mais qui est comme là-dedans, puis qui est bien, puis qui est serein. On dirait que ça, c'est mon image préférée de moi. C'est inspirationnel aussi. Exact. C'est de dire comment est-ce que tu es capable de garder ton calme dans l'adversité, comment tu es capable de créer, d'être toi-même, puis de pas laisser t'emporter par le chaos. Mais puis, pourtant... le chaos ici, le cyclone, c'est pas juste la job, là. Ça peut être la famille, ça les peut être relations. La famille, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être toutes sortes d'affaires. C'est ce sorte de stoïcisme face à l'adversité, comme c'est quelque chose qui me plaît. Après ça, est-ce que c'est... Parce que je suis une personne qui est excessivement impulsive aussi. Fait que est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que quand les autres me regardent, c'est ça qu'ils se disent? Sûrement pas. Ils se disent que ça va pas prendre tout ça. Mais mettons, l'image que j'aimerais projeter, c'est ça. Ouais. C'est beau, je trouve. C'est très visuel, très graphique. Genre, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est une solide note sur laquelle finir, mon vieux. Merci. Ça a été un fucking plaisir. T'es Thomas-Louis Lafleur sur LinkedIn si le monde a des questions. Exact. Ça te va, ça? Ouais. Lechiffre.ca. Lechiffre.cpa aussi. .cpl aussi. Wow, OK. Goddamn domain name extension. %.com, centrepickle.com. Centrepickle.com. Ouais. Man, toujours un plaisir de chatter avec toi. Merci. Merci, mon vieux. Ouais. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma
ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là, ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit SaaSpace. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont SaaSpace, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. SaaSpace, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez SaaSpace, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de SaaSpace. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de SaaSpace n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!